Dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'était un petit rappel de ce que c'est le financement participatif et le crowdfunding pour que vous ayez bien en tête la philosophie derrière le financement participatif parce que c'est beaucoup ça qui détermine finalement le succès de votre campagne ou pas, si vous avez bien intégré comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc le crowdfunding, c'est tout d'abord un moyen de financer vos projets. Voilà, un moyen de financement qui fait appel finalement au grand public, des contributeurs, via une plateforme en ligne de manière générale. Et donc les contributeurs reçoivent en échange de leur don, de leur financement, une contrepartie qui peut être financière ou pas. C'est ce qu'on appelle en fait quand on prend le mot crowdfunding et qu'on le divise en deux. Le crowd, ça veut dire la foule, et funding, le financement. Donc c'est le financement par la foule. Et donc ce phénomène qui existe finalement depuis toujours, puisque le crowdfunding en fait est un système qui a été utilisé pour financer par exemple la Statue de la Liberté. Le grand public qui a financé en partie la statue. Ça a été utilisé pour financer des films, des associations. Voilà. C'est vraiment finalement un système qui a toujours existé, mais qui a été démocratisé par le développement d'outils en ligne comme des plateformes comme Kickstarter, qui a été un des précurseurs dans ce domaine, et donc qui a démocratisé ce type de financement pour beaucoup de projets. Donc ça, c'est la base de ce que c'est le crowdfunding. Il existe trois grands types de crowdfunding. C'est important de le rappeler parce que souvent, on connaît certains des types de crowdfunding et pas forcément les autres. Et du coup, pour qu'on parle tous de bien la même chose, voilà, je voulais faire ce petit rappel sur quels sont ces trois grands types de crowdfunding. Le premier type, c'est le crowdfunding en don ou en don contre récompense. Et donc ça, c'est utilisé beaucoup. Donc le don pur, finalement, où on donne de l'argent sans rien attendre en retour, est beaucoup utilisé évidemment par les associations, par les institutions humanitaires qui ont des besoins de financement. Et puis, on a aussi dans cette catégorie le don contre récompense, donc où là, l'idée, c'est qu'en échange d'un financement, on va recevoir une contrepartie qui est souvent physique ou symbolique. Et donc ça, c'est beaucoup représenté donc, en France par des plateformes qui s'appellent KissKissBankBank ou Ulule, à l'international plutôt Kickstarter et Indiegogo, si vous connaissez voilà, ce type de plateforme. Et donc, c'est en général le type de financement qui est le plus connu par le grand public et voilà, qui fait le plus parler de lui dans les médias généralistes. Donc, en général, c'est celui qu'on connaît le mieux. Ensuite, on a un deuxième type de financement participatif qui est le prêt. Donc, c'est comme un prêt à la banque, sauf qu'il est contracté avec un particulier à un taux d'intérêt qui est négocié entre vous et le particulier, et en général qui est un peu plus élevé que la banque, puisque en général, ce sont des projets qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un prêt bancaire qui se tournent vers ce type de financement. Et ensuite, on a le troisième type de crowdfunding qui est le capital. Donc, c'est-à-dire qu'en échange de vos investissements financiers, vous donnez une part de votre capital, du capital de votre société à vos contributeurs. Voilà les trois grands types de financement. Ces types de financement se différencient par évidemment les contreparties que vous allez donner aux contributeurs, mais aussi sur les sommes que vous pouvez potentiellement lever grâce à ces types de financement. Si on parle de dons ou de dons contre récompense, en France, le projet moyen lève 5 000 euros. Si on parle de prêt, on va être aux alentours de 50 000 euros. Et si on parle de capital, on peut aller en moyenne, c'est 300 ou 500 000 euros. Donc, on voit que les potentiels de levée ne sont pas du tout les mêmes. Donc, selon le type de projet que vous avez, évidemment, ce sera plus ou moins réaliste de se tourner vers le don contre récompense. Évidemment, voilà, c'est des moyennes. On peut lever, il y a des projets en France qui lèvent 50, 60 000 euros, mais ce sera quand même compliqué de lever des 1 million d'euros en don contre don parce que finalement, en termes de pourcentage de projets qui arrivent à lever 1 million d'euros, ça représente moins d'1% des projets dans le monde. Donc, voilà.
Il faut juste avoir conscience des différents types de financement. Moi, avec donc, ma spécialité en financement participatif, c'est vraiment le don contre récompense, qui est finalement voilà, le type de projet le plus courant et qui est utilisé beaucoup par les entreprises aujourd'hui, à la fois pour financer leurs projets, mais beaucoup pour communiquer aussi sur leurs projets, créer de la notoriété et valider des preuves de marché finalement pour aussi de potentiels investisseurs par la suite. Donc voilà, il y a plein de façons de voir le crowdfunding et pas que par le biais du financement. Et on le verra juste en détail un peu plus tard. Zut, je reviens en arrière. Hop. Voilà, et justement, donc si on parle de vraiment don contre récompense, qui est vraiment le sujet du jour, hein, les trois clés du succès en crowdfunding, c'est en don contre récompense. Donc, pourquoi faire du crowdfunding en don contre récompense? Il y a plusieurs raisons, comme je vous disais. Financer toute ou une partie d'un projet. Prévendre un produit ou un service. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de projets où les entreprises vont proposer leurs produits ou services en pré-vente directement, ce qui leur permet vraiment d'avoir une preuve de marché importante, donc tester son projet, son produit. Ça peut permettre aussi d'avoir des feedbacks, des avis des personnes qui participent ou de la communauté que vous créez autour de votre projet pour améliorer ou modifier votre projet en cours de route. Et ça permet aussi et surtout de créer et impliquer une communauté et de communiquer sur le projet et de gagner en crédibilité. Pourquoi? Parce que, on le verra tout à l'heure, créer et impliquer une communauté, c'est un des piliers de succès d'une campagne de financement participatif. Et c'est aussi un gros atout quand on lance un nouveau projet, d'avoir une communauté qui soit engagée et qui finalement booste votre projet. Parce que justement, vous pouvez communiquer de manière plus large sur votre projet et gagner en crédibilité. Ce que je n'ai pas dit juste en préambule, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. J'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure, sauf si c'est un peu décorrélé du sujet qu'on aborde à ce moment-là, mais j'y répondrai à la fin. Dans tous les cas, on aura un temps de questions-réponses. Donc, je reviens donc aux clés du succès d'une campagne. La première clé pour réussir une campagne de crowdfunding, c'est de lancer un projet qui soit adapté au financement participatif. Parce que non, malheureusement, tous les projets ne sont pas faits pour être lancés en financement participatif. Il y a quelques critères, ou en tout cas quelques éléments qui font que ça marche plus ou moins bien. Déjà, avant de vous dire quels sont les critères qui font que ça fonctionne plus ou moins bien, il faut se demander pourquoi les gens participent à des campagnes de crowdfunding. Les gens participent pour soutenir soit la personne qui est derrière ce projet, parce que vous la connaissez et dans ces cas-là, vous avez envie de la soutenir et voilà, ça fait sens pour vous de la soutenir à ce moment-là, donc vous participez. Soit ça peut être aussi par solidarité, si le projet est en lien avec une cause particulière, donc ça peut être une cause sociale, sociétale, peu importe, une cause de santé publique, ce genre de choses. Mais de manière générale, sur les campagnes de crowdfunding, donc notamment en don contre don, mais ça marche aussi pour le reste, on participe à une campagne par intérêt personnel et pour les contreparties. Malheureusement, les contributeurs ne sont pas totalement dépourvus d'intérêt ou ne le font pas de manière totalement altruiste. Il faut qu'il y ait un retour d'investissement et donc les contreparties et le projet en lui-même, c'est hyper important pour donner envie aux gens de participer. Ils ne le font pas juste parce qu'ils trouvent votre idée sympa. Voilà. Et donc, ce qui en découle, c'est que, en général, ce qui fonctionne en crowdfunding, ce sont des projets grand public, B2C, et peu des projets B2B. C'est pas très adapté au B2B, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup et qui, en général, marche pour des entreprises.
Ça va être des projets innovants et créatifs versus des projets qui ne se différencient pas de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Il faut que vous ayez une vraie proposition de valeur différente de ce qui se fait, soit par le projet en lui-même, soit par le produit que vous allez proposer, qui se différencie soit par son usage, par sa fabrication, par votre communication peut-être qui est très différenciante. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui soit innovant derrière ce projet. Et en général, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas toujours obligatoire, mais c'est le produit ou le service en pré-vente. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de proposer des goodies, un tote bag, un stickers, etc. C'est vraiment de proposer quelque chose qui a de la valeur pour les personnes qui participent. Et j'indique ça aussi, c'est plus difficile pour les services et les applications mobiles, par exemple, ou les logiciels ou ce genre de choses, qui sont plus difficiles à vendre, entre guillemets, en financement participatif, parce que je pense que c'est moins palpable et donc moins satisfaisant peut-être pour la personne qui va participer à la campagne. Voilà. Donc ça, c'est sur les projets adaptés. Quels sont les projets adaptés au crowdfunding? Numéro 2, comme je disais tout à l'heure, de la campagne de crowdfunding qui fonctionne et d'un critère de succès, c'est la communauté engagée. Et pour comprendre pourquoi une communauté engagée est une des clés du succès, il faut comprendre comment fonctionne le crowdfunding. Il y a un principe en crowdfunding qui est le principe des 3 cercles. Les 3 cercles, donc c'est ces 3 cercles de relations ici, qui sont schématisés ici. Donc on a les proches, qui sont le cercle le plus proche de vous, qui est souvent le cercle aussi le plus restreint, mais qui sont les personnes qui vont probablement participer dans tous les cas, quel que soit votre projet, sans vraiment trop y réfléchir. Ils vont vous soutenir et donc ce sera très facile de les convaincre de participer à votre campagne de financement participatif. Le deuxième cercle, c'est ce qu'on appelle la communauté ou les amis de vos amis, qui sont des gens qui vous connaissent, mais un peu moins bien, qui ont déjà entendu parler de votre projet, qui gravitent autour de vous en tout cas, qui seront un peu moins faciles à convaincre que vos proches, mais qui seront quand même assez facilement mobilisables et qui auront aussi une portée un peu plus importante et donc qui représentent une plus grosse part de personnes. Et ensuite, on a le troisième cercle qui est le grand public. Donc là, des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne connaissent pas votre projet, qui n'en ont jamais entendu parler et par contre qui représentent un énorme potentiel de personnes. Et donc, le principe des 3 cercles en financement participatif, c'est qu'on va solliciter de manière par étape finalement chacun de ces cercles de communauté. On va commencer par solliciter les proches. Si les proches ne participent pas, la communauté ne participera pas et le grand public ne participera pas. C'est un peu une preuve sociale de dire que si vos proches ne participent pas, pourquoi quelqu'un qui vous connaît moins bien le ferait? Donc, c'est hyper important d'avoir au départ finalement un noyau dur de personnes qui vont croire en votre projet et vont vous soutenir. Pour que derrière, une fois que ça c'est fait, les personnes les plus éloignées auront confiance en votre projet et pourront investir. En gros, l'idée, c'est la même que celle d'un restaurant plein et d'un restaurant vide. Vous irez toujours faire la queue devant le restaurant plein et vous irez jamais dans ce restaurant vide parce que ça vous donne pas très envie. Donc, l'idée, c'est que quand vous lancez votre campagne, il faut absolument que dans les premiers jours de campagne, vos proches et les personnes qui sont mobilisées participent à votre campagne pour atteindre un seuil qu'on donne en général à peu près à 30% de la somme que vous souhaitez lever. Et du coup, pour ensuite communiquer auprès de la communauté
et ensuite communiquer auprès du grand public. Si vous commencez par communiquer auprès du grand public alors que vous avez 0%, en fait, vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que personne, ça m'arrive souvent d'aller sur des campagnes de financement, je ne participerai jamais à une campagne qui a 0%, même si je trouve l'idée incroyable, parce que je me dirais, j'y crois pas parce que déjà, s'il y a personne qui a participé avant moi, ça sent quand même un peu mauvais. Et puis, 2, j'ai besoin d'avoir une motivation, de voir une communauté engagée autour de ce projet-là pour avoir envie, en fait, d'y participer et de rejoindre cette communauté-là aussi. Voilà. Et donc, comment on fait pour... j'ai un peu anticipé ce que j'ai dit. Un lancement efficace, c'est minimum 30% collecté le premier jour et les premières 24 heures en tout cas. L'idée aussi, c'est que justement, on se demande comment faire pour atteindre ces 30%. Parce que forcément, avec par exemple ses proches ou sa famille, ses amis, c'est peut-être un peu compliqué. Et donc, l'idée, c'est au lieu d'avoir cette première partie qui est quand même importante, mais qui est peut-être un peu petite, c'est de faire en sorte que ce cercle-là de proches, ou en tout cas la communauté qui est autour de votre projet, soit plus engagée avant le lancement de la campagne, qu'on s'assure qu'elle est bien mobilisée et qu'elle va participer dès les premiers jours, pour s'assurer que justement on ait un lancement qui soit le plus efficace possible et qu'on puisse ensuite se tourner vers du grand public. Donc, par exemple, en termes de taille de communauté, on me demande souvent du coup, mais quelle taille de communauté j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Donc là, je vous ai pris un objectif de 10 000 euros, par exemple. Vous souhaitez lever 10 000 euros en financement participatif. En général, sur une communauté, alors quand on parle de communauté, c'est par exemple une base d'adresses mail de personnes qui sont inscrites pour en savoir plus sur votre projet. En général, là-dessus, on peut avoir un taux de conversion d'à peu près 7%, c'est-à-dire des personnes qui sont inscrites à votre mailing list. Il y a 7% de ces personnes-là qui vont participer. Le don moyen en financement participatif, c'est 60 euros. Donc, pour un objectif de 10 000 euros, moi, je veux atteindre avec cette communauté 30% de mon objectif, donc 3 000 euros. Donc, je le divise par le don moyen qui est de 60 euros. J'ai besoin de 50 personnes qui participent à ma campagne le premier jour. Et donc, pour avoir ces 50 personnes, il faut que j'ai une mailing list d'à peu près 714 personnes si j'ai un taux de conversion de 7%. Donc, ça me permet de savoir, moi, en amont du lancement de la campagne, j'ai besoin de travailler sur, acquérir finalement tous ces mails qualifiés, évidemment. Le but, c'est pas d'acheter une base mail. Le but, c'est pas d'aller chercher des mails de manière en scrapant ou ce genre de technique de gros hacking, même si ça peut être intéressant. Mais le but, c'est quand même qu'on ait un taux de conversion important et avec ces techniques-là, en général, on n'en a pas. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'intéresser une communauté pour qu'ils s'inscrivent et pour récolter ce nombre de mails. Alors, sauf si vous me dites, moi, je sais que déjà avec mes relations proches, ma famille, mes amis, mes relations professionnelles, ma base que j'ai sur les réseaux sociaux, je pense vraiment atteindre ces 30% facilement. Dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de faire ce travail, mais c'est quand même très important d'en être sûr et de bien comprendre que si vous n'arrivez pas à atteindre ces 30%, ce sera quasi impossible d'atteindre les 100%. Voilà. Et donc, pour atteindre ces 30% et faire en sorte que votre lancement se passe pour le mieux, il faut que vous ayez une stratégie. Je vois beaucoup de projets qui se lancent sans stratégie, qui lancent leur campagne un peu du jour au lendemain, sans avoir réfléchi à comment je fais venir du monde sur ma campagne et comment j'atteins justement ces 30%. Et donc, une bonne stratégie en financement participatif, c'est 2 grandes étapes. La première étape, qui est en fait la plus importante quasiment, c'est la phase de pré-campagne. Et donc, cette phase de pré-campagne, elle est dédiée justement à la création de communauté, à la mobilisation de cette communauté. Et c'est la deuxième étape,
transformer la communauté en contributeur et rendre la campagne virale. Donc là, l'idée, c'est de mettre en action tout ce que vous avez préparé ici et ensuite de faire en sorte d'élargir au maximum la communication pour atteindre vos 100%, voire les dépasser. En général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une phase de pré-campagne, alors qui peut varier en termes d'au moins 1 mois, mais ça peut être 2-3 mois, si selon la taille de votre projet. En fait, plus vous avez évidemment un objectif important, plus il va y avoir du travail en amont pour justement construire cette communauté. Donc, ça peut aller même sur des 6 mois, voilà, selon votre projet. Mais il ne faut pas la sous-estimer. Comme je vous disais, cette phase de pré-campagne, c'est ça qui va déterminer vos premiers jours de lancement. Et ces premiers jours de lancement, vous aurez beaucoup de mal à les rattraper après. Donc, il faut vraiment que cette phase de pré-campagne soit, quitte à l'allonger au fur et à mesure, si vous voyez que finalement, c'est pas, votre communauté n'est pas assez engagée ou vous avez surestimé le taux de conversion ou peu importe. Il faut vraiment que cette phase soit la plus engageante possible pour la communauté. Et puis ensuite, donc la phase de campagne une campagne en général, ça dure à peu près 1 mois, où là, donc les premiers jours sont vraiment déterminants pour atteindre ces 30%. Ensuite, vous avez en général un creux au milieu de la campagne qui fait que les gens se désintéressent un peu, c'est assez normal. On a un peu moins de participation. Et ensuite, vous avez une phase de fin de campagne où il y a beaucoup de participation, puisque les gens se disent, c'est les derniers jours. Pour participer, j'ai envie d'y participer, j'attendais un peu, c'est le moment. Et en général, on fait à peu près 20% de son objectif dans les 3 derniers jours. Vous voyez, ça vous donne une idée de ce qu'on fait au milieu, mais en général, voilà. Donc souvent, pareil, on me dit quelle durée de campagne je dois choisir. La durée de 30 jours, c'est une bonne durée. Plus long, en fait, ça veut dire juste rallonger le creux du milieu de la campagne. Ça ne veut pas dire que vous lèverez plus. Il faut juste concentrer ses efforts de communication vraiment sur ce mois-là. Déjà, c'est assez fatigant, ça demande beaucoup de préparation et beaucoup d'actions de communication. Donc, plus vous la rallongez, plus ça veut dire que vous devez aussi communiquer et trouver des choses à dire pendant autant de temps en plus, quoi. Donc, c'est pas forcément plus efficace. Et du coup, comment on mobilise une communauté, comment on crée et mobilise une communauté avant de lancer sa campagne de coaching? Et donc pour ça, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais il y a quand même un chemin assez logique pour le faire. Vous avez plusieurs outils. Le premier outil hyper important à mettre en place quand on veut collecter des adresses mail et que les gens s'inscrivent, c'est une landing page. Donc la landing page, c'est une page, une seule page, comme un site internet, mais vraiment avec juste une seule page, qui présente votre projet assez brièvement, qui en fait permet aux gens de s'inscrire à votre newsletter, ou en tout cas qui permettent aux gens de s'inscrire avec ce qu'on appelle un call to action, donc un appel à l'action qui incite les gens à s'inscrire. Ça peut être souvent découvrez notre offre de lancement ou inscrivez-vous pour être tenu au courant en avant-première du lancement de notre campagne, ce genre de choses. Et donc, cette landing page va vous permettre, va permettre aux gens de s'inscrire et à vous de récolter donc, des leads. Et donc, une fois que vous avez cette landing page, bien sûr, il faut venir ramener du trafic sur cette landing page. Comment on ramène du trafic sur une landing page? Plusieurs solutions. Les réseaux sociaux, donc de manière organique, vous travaillez sur une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux qui vous permet de ramener des gens sur cette landing page. Ça peut être de l'influence, c'est-à-dire vous travaillez avec des influenceurs qui mettent en avant votre projet et qui relaient votre landing page. Et ça peut être aussi des publicités sur les réseaux sociaux, donc publicités Facebook, Instagram, qui vous permettent du coup de manière un peu plus rapide, mais avec du budget du coup forcément, d'augmenter la notoriété de votre projet et de ramener du trafic sur votre landing page. L'avantage des réseaux sociaux des réseaux sociaux, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps et que ça prend beaucoup de temps. et ça demande pas mal de compétences, du temps, et parfois on peut se décourager un peu parce que
c'est les algorithmes, malheureusement, des réseaux sociaux sur des nouveaux comptes de manière générale peuvent vous laisser l'impression qu'on vraiment pas envie qu'on vous voit, quoi. Donc, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que les publicités, même si ça demande du budget, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous permettre d'atteindre votre cible beaucoup plus rapidement et de manière qualitative en plus. Et donc, une fois que les gens sont arrivés sur votre landing page, ils s'inscrivent. L'idée, c'est qu'ensuite, on ne les laisse pas tranquilles comme ça, on ne les laisse pas sans nouvelles jusqu'au lancement de votre campagne, mais qu'on leur envoie régulièrement des newsletters, des mails pour les mobiliser avant le lancement de la campagne. L'idée, c'est qu'au moment du lancement, il n'ait plus aucun doute sur le fait qu'ils veulent participer à votre campagne. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte de donner de l'information à la fois sur votre projet, sur vous, sur les contreparties que vous allez proposer, par exemple, la date de lancement, etc., pour faire en sorte qu'ils soient prêts le jour J. Voilà. Et ensuite, du coup, comment on rend sa campagne virale donc, normalement, si vous avez bien fait ce travail en amont du lancement de la campagne, votre lancement fonctionne bien, vous avez atteint 30% ou plus et tout se passe bien. Donc ensuite, l'idée, c'est que pendant la campagne, justement, au moment du lancement, on travaille par phase. Donc, toujours avec cette histoire de 3 cercles. Hein. Donc, avec la première phase de premier cercle, donc, on mobilise l'équipe, les proches pour participer, et la base mail de leads qualifiés. Donc, ça, c'est la première étape. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un lancement privé, entre guillemets, avec ces personnes-là, qui, du coup, participent pour une journée pour participer à la campagne. Et surtout, on ne publie nulle part ailleurs son projet. C'est-à-dire qu'on ne publie pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas envoyer un communiqué de presse, on ne communique pas, enfin voilà, on communique que de manière privée sur des gens qui sont mobilisés pour la campagne. Ce qui va nous permettre ensuite, à J+1 finalement du lancement, de publier sur les réseaux sociaux, de potentiellement activer des réseaux d'influence ou des influenceurs. Et du coup, les gens qui vont arriver sur votre page, qui étaient peut-être un peu moins engagés sur la campagne, donc qui ne s'étaient pas inscrits finalement à votre base mail, vont voir votre campagne, voir que ça a déjà eu du succès à peine lancé, et donc vont être plus à même de participer. Souvent, l'erreur qu'on fait de manière générale sur un lancement, c'est de confondre les followers et les clients. Les followers sur les réseaux sociaux, c'est bien d'en avoir, mais souvent, ils sont beaucoup moins engagés que des gens qui vont s'inscrire par mail. Donc, même si ça peut évidemment vous donner un signe d'intérêt, il ne faut vraiment pas se fier aux chiffres de nombre de followers sur les réseaux sociaux, surtout selon comment vous les avez eus, ces followers. Est-ce que c'était un jeu concours? C'est bien les jeux concours, mais ça peut aussi fausser les chiffres dans le sens où des gens qui participent à des jeux concours et qui n'achètent jamais, ça arrive souvent. Voilà. Donc, il faut faire attention aux réseaux sociaux, c'est très bien, mais il ne faut pas vraiment faut pas se baser que là-dessus pour la réussite de sa campagne. Voilà. Et donc, influenceur, ça peut être, donc la phase 2, on publie sur les réseaux sociaux, on active les influenceurs. Donc, ça peut être influenceur, personnalité, marque, partenaires, affinitaires qui ont les mêmes cibles que vous. Et troisième phase, c'est vraiment aller vers du plus grand public. Donc, les relations presse, on peut aller envoyer un dossier ou un communiqué de presse à une liste ciblée de médias. Lancer aussi la publicité en ligne, donc Facebook et Instagram. Et ça peut être aussi des partenariats de communication croisée avec même des campagnes en cours sur les plateformes avec qui vous souhaitez faire un échange de visibilité. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller par étape élargir la communication. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire élargir la communication. Et donc, l'idée, c'est aussi de trouver des idées de communication. Comme je vous disais tout à l'heure, 30 jours, c'est quand même
c'est quand même assez long, hein, il faut animer. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une idée et une stratégie de ce que vous allez dire et comment vous allez le dire et quels outils vous allez mobiliser à quel moment de la campagne. Donc, en général, voilà, le lancement est un moment très fort. L'idée, c'est qu'ensuite, vous ne laissiez pas retomber la pression en essayant de créer des événements de communication au fur et à mesure de votre campagne. Et du coup, pour ça aussi, vous pouvez utiliser, donc là, ce que je n'ai pas forcément mis là, c'est qu'une fois que vous avez mobilisé votre communauté et que les gens ont participé, vous pouvez aussi essayer de trouver des outils qui vous permettent de faire en sorte que les gens deviennent aussi vos ambassadeurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la communauté que vous avez construite partage aussi au maximum, évidemment, autour d'eux le projet. Ça peut être juste voilà, en leur demandant de partager, tout simplement. On oublie souvent qu'en demandant, parfois, ça marche juste comme ça. Et ça peut être aussi en mettant en place des systèmes qui vous permettent de favoriser le partage. Ça peut être des programmes de parrainage où, voilà, si une personne ramène 5, 10, 15 personnes, je ne sais pas, il gagne quelque chose. Ça peut être voilà, dans des jeux concours, etc., pour essayer de favoriser la communication. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est souvent ce qui fait le succès de la campagne, c'est vraiment l'après-campagne et le lancement. Donc voilà, il faut se concentrer là-dessus et pas lancer du jour au lendemain sa campagne. Donc voilà, en résumé, un projet adapté évidemment au crowdfunding. En 2, une communauté engagée autour de votre projet. Et en 3, une stratégie bien ficelée. Voilà.